Stewart Wilken, alias Butty Bear, était un tueur en série, cannibale, nécrophile et pédophile. Sud-africain. Salut à tous et à toutes, et c'est Docteur Mystère pour une nouvelle vidéo sur un serial killer. Je crois que ça doit être l'épisode 8. Déjà, on est bientôt à 10. On va commencer à attaquer des tueurs en série assez dégueulasses parce que là, c'est un pédophile. On est très loin, du Hannibal Lecter un peu cannibale sur les bords, mais amateur de vin et amateur de musique classique. Non, en fait, j'ai une anecdote sur lui. Comme il était nécrophile, ben, il revenait plusieurs fois sur les lieux des crimes pour revioler les victimes. Et il y avait du papier journal dans les orifices des victimes. Et il y avait un profiler qui me posait la question. Alors Stéphane Bourgoin disait que c'était lui, mais Dr Pistorius disait que Stéphane Bourgoin n'a jamais participé à l'enquête. Et d'ailleurs, en fait, ça faisait à peu près 6 mois, je crois, que je devais faire cette vidéo. Enfin, c'est à peu près quand il est sorti les vidéos de 4ème Heure Corporation sur Stéphane Bourgoin, là, le serial menteur. Euh, je faisais des dernières recherches sur lui. Là, j'avais tout mon texte, là, toutes mes notes que j'avais imprimées. Je voulais juste regarder des vidéos sur YouTube. J'ai trouvé une vidéo de 30 minutes, un reportage, mais bon, c'était en anglais et il n'y avait pas de sous-titres. Même pas en anglais, des sous-titres anglais. Et là, je suis tombé sur cette vidéo et en fait, Stéphane Bourgoin n'aurait pas participé à cette enquête. Alors, j'ai deux anecdotes. Déjà, alors je vais pas vous raconter la première, je vous raconte celle que je vous racontais, je vais la raconter en deuxième. Déjà, quand les profilers, enfin les gens de l'enquête ils sont arrivés enfin, il y avait un hélicoptère qui est venu sur le cimetière, enfin le cimetière entre guillemets, là où il y avait tous les morts. Et du coup, l'hélicoptère s'est posé trop près. Et du coup, il y a tous les morceaux de cadavres avec les asticots, la chair qui pue, qui a éclaboussé les gens. Ils étaient en Afrique du Sud, il faisait très chaud. Et ils n'avaient pas de moyens pour se doucher, ils étaient très loin de la campagne. Bon, enfin, ils étaient très loin de la ville. Voilà, c'était un peu dégueulasse. Et la deuxième anecdote dégueulasse, qui vous montre que les tueurs en série ne sont pas du tout des gens glamour comme on imagine, le gentil Hannibal Lecter qui sauve les gens et qui aime le vin, la musique classique qui est très cultivée. Non, en fait, il mettait du papier journal dans l'orifice, enfin dans l'anus de ses victimes, et il expliquait aux enquêteurs, c'est pour pas avoir d'asticots sur la bite quand je les baise. Voilà, c'est dégueulasse. J'ai même pas commencé, j'ai juste raconté deux anecdotes, voilà. Il est très inhabituel, c'est pour ça vraiment que, enfin, il y avait Stéphane Bourgoin qui avait parlé de lui, mais j'ai commencé à m'y intéresser, j'avais eu du mal à trouver le nom, mais je suis vite tombé dessus. C'est l'un des pires tueurs en série sud-africains, c'est l'un des plus connus à l'étranger. Généralement, lui, il a fait 10 victimes, et généralement, les tueurs en série sud-africains font entre 10 et plus de victimes, alors qu'aux États-Unis, ils font entre 2 et 5 victimes généralement. Les tueurs en série sud-africains sont beaucoup plus prolifiques que les tueurs en série américains, même si les tueurs en série américains sont plus nombreux, qui représentent 76% des tueurs en série dans le monde. Le- L'Afrique du Sud, je crois que c'est 23% ou 16%, je sais plus. Allez voir sur tueurensérie.org, il y a une carte, entre guillemets, des différents types de... Enfin, des différents... Allez sur tueurensérie.org, vous le trouverez pendant le renseignement. Alors, il tuait à la fois des prostituées et des jeunes garçons, et il a également tué sa fille adolescente, mais ça, je vous expliquerai à la fin. Il a tué entre 1990 jusqu'à son arrestation en 1997. Ça fait qu'il a été... il a eu le temps de faire plus d'une victime par an. Euh, il était actif à la ville de Port Elizabeth, sur la côte de l'Afrique du Sud. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais petit, je crois en CM2, il fallait faire un exposé sur un pays de l'Afrique, avec en plus une biographie d'un type. J'avais choisi l'Afrique du Sud, et comme biographie, j'ai choisi le plus célèbre, Nelson Mandela. Non mais heureusement qu'on m'a pas parlé de ce type-là, j'aurais pas fait d'exposé sur lui, hein. Si on m'a dit un jour que je ferais un exposé sur un type pareil, bon bref, il tuait à la fois des adolescents et des prostituées. Il est accusé de 10 chefs d'accusation de meurtre et 5 chefs d'accusation de sodomie. Oui, c'est illégal là-bas. En 1997, il a été accusé. Il a été coupable de 7 des chefs d'accusation de meurtre et de 2 chefs d'accusation de sodomie. Bon, après,
si en France, par exemple, aujourd'hui, s'il y a deux homosexuels adultes qui ont la sodomie, ou même un homme qui sodomise une femme qui sont consentants, il n'y a pas de problème. Mais là-bas, c'était illégal. C'est comme par exemple aux États-Unis, John Wayne Gacy, qui était homosexuel, il a été condamné pour meurtre et aussi pour sodomie. John Wayne Gacy, ou le clown tueur. Purée, je suis déjà à 5 minutes. Bref. euh, alors, alors, il correspond, selon le docteur Pistorius, qui est le plus grand expert psychologique en matière de tueur en série d'Afrique du Sud, il dirait qu'il a le profil classique d'un tueur en série. Ce profil, c'est la psychologie en gros, et qui tuera à nouveau quand l'occasion se présentera, qu'il soit en prison ou qu'il soit à l'extérieur. Bon, il y a très peu de chances qu'il soit à l'extérieur. Il a été condamné 7 fois à la prison à vie. Là, là, voilà. En fait, les tueurs en série passent souvent à l'acte, pas directement au meurtre, mais ils commencent par des agressions sexuelles ou des vols. Lui, il commençait par des agressions sexuelles, il est passé après au meurtre directement. Et c'est souvent chez les psychopathes, enfin chez quasiment tous les psychopathes tueurs en série, parce que les tueurs en série ne sont pas tous psychopathes, c'est provoqué par un élément stressant comme la perte d'un proche, comme par exemple Francis Holm, il a perdu sa mère, il n'a pas supporté, il est allé à l'hôpital psychiatrique et dès qu'il est sorti, ben, il a tué une femme. Enfin, je crois que c'était une femme. Euh, Bref, ça déclenche des fantasmes et ça mène normalement au meurtre. Euh, mais ces fantasmes sont souvent présents dès l'enfance, c'est-à-dire quand ils sont enfants et ils ont un manque de relations personnelles avec... Ah bah tiens, j'ai dit un truc sur la solitude des enfants, c'est pile ce qui avait marqué sur mes notes alors que je n'ai pas lu. Du coup, comme ils ont un manque de relations avec leurs parents, eh ben, dès qu'ils ont un caprice, ben, il faut que ce soit satisfait immédiatement. Et du coup, ils peuvent pas étouffer leurs fantasmes et du coup, ils se lancent dans ce qu'on appelle des trial runs pour savoir s'ils seraient capables de tuer. Euh, il, D'après le docteur Pistorius, c'est une femme, il n'a aucun contrôle sur lui-même dans ces circonstances, il croit que la victime mérite de mourir et il ne peut pas s'arrêter de tuer. Elle a dit que certains tueurs en série demandent de l'aide au psychologue, mais que dans ces cas, le tueur ne veut pas réellement renoncer au plaisir qu'il tire de tuer, comme par exemple certaines personnes qui sont par exemple sadiques avec les animaux ou qui sont pyromanes. Quand on les envoie chez un psychologue, et ben ils essaient d'éviter le psychologue ou ils font semblant d'être guéris. Comme par exemple Ed Kemper, il avait tué ses grands-parents. J'en ai parlé dans ma première vidéo sur le serial killer. Il a été à un hôpital psychiatrique et en fait, pour pouvoir sortir, il n'a pas voulu être guéri. Il a fait semblant d'être guéri. Du coup, en fait, ils sont indépendants au sentiment de pouvoir que leur procure le fait de tuer. En fait, les tueurs en série, il y en a très peu qui sont satanistes. Généralement, ils tuent parce que ça leur donne un sentiment de toute puissance. Euh, mais cependant, enfin, je vous expliquerai plus tard. En fait, Wilken, le tueur en série dont je suis en train de parler, il peut pas être excité il peut être excité que quand il cause de la douleur et de la souffrance, sexuellement. Il a été sévèrement maltraité par son enfance et, euh, et du coup, en fait, le docteur Pistorius explique que lorsqu'il a coupé les seins enfin les tétons d'une femme et qu'il les a mangés, c'était en fait un peu pour chercher le lait. Le lait, enfin, vous savez, le lait c'est produit par les seins, enfin dans les seins. Et il cherchait un peu un besoin d'amour qu'il n'a jamais eu. Et il a expliqué que les facteurs du stress peuvent déclencher son besoin de tuer et que ça pouvait être activé en prison. Donc il pourrait éventuellement tuer en prison. Même si, on va le voir à la fin, il y a très peu de chances qu'il retue en prison parce qu'il a l'air d'un peu de regretter. Bon, le mec, c'est quand même un pédophile. Quand tu violes des enfants, t'es quand même la dernière des merdes. Franchement, les gens qui font ça, ils ont aucune conscience. Enfin, ils ont aucun surmoi. C'est un cas très intéressant parce qu'il a tué deux types de victimes, comme par exemple Ed Gein, il tuait des femmes qui ressemblaient à sa mère. Jeffrey Dahmer, il tuait des hommes homosexuels. Ted Bundy, il tuait des jeunes femmes qui avaient une raie au milieu des cheveux, pas une raie, voilà. Euh, et à chaque fois, quand on tue une victime, enfin, quand on tue en série, tue une victime, enfin, choisit sa victime, il y a un motif un peu psychologique. Alors, bref, il est né le 11 novembre 1966 à Boksburg, je sais pas où c'est, à l'âge d'environ 6 mois, lui et sa sœur de 2... Enfin, alors qu'il avait environ 6 mois, lui et sa sœur qui avait 2 ans
ont été laissés dans une cabine téléphonique où ils ont été retrouvés plus tard par un travailleur domestique qui les a emmenés à son employeur. Cet homme, connu non seulement sous le nom de D-O-E-P, a soumis au garçon de terribles abus sexuels. Il a brûlé le garçon avec une cigarette sur ses organes génitaux. Il a donné la nourriture au chien. Du coup, il a dû manger la nourriture dans les bols du chien. Euh, Comme Dup, il a eu des relations sexuelles avec des animaux. Après, bah, bon, il l'a violé après. Enfin, je vous explique pas tous les détails parce que c'est vraiment très dégueulasse. J'ai pas envie. Déjà que je vais être démonétisé pour toutes ces vidéos. J'ai pas envie d'aller trop loin dans les détails parce que c'est pas intéressant. C'est juste qu'il a été violé. J'ai pas envie d'aller dans les détails. Euh, et du coup, la sœur du garçon a disparu et il n'a jamais su ce qui a été arrivé. Et du coup, il est resté chez ce type 1 an et demi. Alors, lorsqu'il avait 2 ans, euh, Monsieur et Madame Wilken, d'où vient son nom d'adoption, l'ont adopté avec compassion. Il était sous-alimenté et infesté de poux. Et du coup, ils l'ont donné le nom, euh, ils lui ont donné le nom de Stephen, enfin de Stewart. Mais il préférait se faire appeler Betty Burr. Et à un moment, ils ont déménagé à Port Elizabeth. Putain, on est déjà à 11 minutes, je suis qu'à son enfance. J'ai même pas fait. Il a que 2 ans et j'en suis déjà à 11 minutes. Il n'a pas du tout réussi à l'école, que ce soit sur le plan scolaire et social. Il a échoué 3 fois en troisième année. Ses camarades se sont moqués de lui parce qu'il a été adopté. Euh, le professeur qui n'a pas intervenu en son nom, il a plutôt incité les camarades à aller plus loin. Du coup, le lendemain, Stewart, il a agressé le professeur et a été sévèrement battu par le directeur devant les autres enfants. Il mordait souvent sa belle-mère ainsi que d'autres enfants. Elle l'a puni pour ses désobéissances en l'enfermant dans sa chambre où il a frappé à la lumière et où il l'a frappé à la lumière et d'autres meubles. Ça, je ne comprends pas cette phrase. Pourquoi j'ai marqué des trucs que je comprends pas? D'après lui, il aurait même été enfermé dans un placard. Il a été puni pour avoir mouillé son lit. Et déjà, chez les tueurs en série, on trouve beaucoup de cas où ils font pipi au lit. Il y a ce qu'on appelle la triade de McDonald's, c'est-à-dire les 3 facteurs inquiétants chez un enfant ou un jeune, euh, un adolescent qui dit que ça pourrait devenir un grand criminel. C'est le zoosadisme, c'est-à-dire le fait de faire du mal aux animaux, les tuer, les torturer, les violer, ce que vous voulez. Il y a la pyromanie, c'est-à-dire le fait de mettre le feu pour le plaisir. Et il y a l'urénésie nocturne, c'est le fait de faire pipi au lit à un âge assez avancé, par exemple. Bon, à 3 ans, c'est pas inquiétant, mais par exemple, à 10 ans, c'est inquiétant, par exemple. Euh, alors, il a eu un incident où le garçon l'a attaqué quand il s'est défendu et il a été renvoyé chez lui. Il se souvient que sa belle-mère n'a pas pris son parti, sa belle-mère, c'est-à-dire sa mère d'adoption. Et du coup, il a décidé qu'il serait sa propre mère, père, sœur et tante. À l'âge de 8 ans, il a commencé à fumer de la marijuana. Il y a beaucoup de tueurs en série qui commencent par se droguer ou par boire. Quand il avait 9 ans, un diacre invita Stewart chez lui après l'école du dimanche. Et le diacre l'a violé. Et au cours de la même année, on ne sait pas si c'est avant ou après son accident, le beau-père, c'est-à-dire le père adoptif de Stewart, eh ben, il est mort. La belle-mère de Stewart se sentit dépassée par le garçon difficile et envoyé en maison de correction. Il était enfermé sans vêtements comme punition. Et les garçons plus âgés, en fait, l'ont violé. Ça, je me souvenais pas. Ça fait 6 mois que j'ai relu mes notes, mais ça fait 6 mois que j'avais imprimé mes notes. J'avais pas trouvé de nouvelles informations sur lui, à part que Stéphane Bourgoin aurait menti. J'ai pas de preuves. Et puis d'ailleurs, Stéphane Bourgoin, qu'il ait menti ou pas, je m'en fiche. C'est pas hyper grave. C'est pas comme s'il avait tué des gens. Les gens qu'il accuse d'être un tueur en série, c'est très grave. Euh, Après, il s'est engagé dans l'armée, mais il a été libéré parce qu'il a tenté de se suicider. Il a emménagé avec sa belle-mère à Despatch, qui n'est pas très loin de Port Elizabeth. Alors, il a rencontré plus tard Lynn, qui devient dans une boîte de nuit, qui deviendra sa première épouse. Ils eurent une fille, il l'appellera One. Et après sa naissance, ils décidèrent qu'ils auraient non seulement des relations sexuelles de sodomie, mais souvent dans des positions très inconfortables. Et Wilken a plus tard appris à sa femme qui s'était tournée vers la prostitution. Ah oui, non, non, j'ai pas compris la phrase que j'ai écrite. Non, en fait, plus tard, il a obligé sa femme à se prostituer. Un peu comme Ivan Keller qui avait obligé sa femme à se prostituer. On trouve
des petits points communs. Le mariage n'était pas du tout heureux. Il a agressé sa femme sexuellement à plusieurs reprises et elle a fait arrêter pour avoir fumé de la marijuana. Ils ont divorcé. Et du coup, depuis, Wilken n'a pas eu de relation sexuelle avec une femme blanche. Depuis, oui, Wilken est blanc alors qu'il est sud-africain, de peur que ce soit sa sœur. Du coup, c'est pour ça que toutes les prostituées qui étaient tuées, elles étaient noires. Il a rencontré une femme de couleur, Véronica, qui avait déjà 2 fils de différentes ethnies. Euh, alors, il se maria avec 2 filles. Ce mariage n'était pas non plus bien passé et les parents de Véronica ont accusé Wilken de violer les 2 garçons. C'est à ce moment-là qu'il a quitté la maison et allé vivre dans les buissons près de Happy Valley. Voilà, c'est pas terrible. Alors il s'est isolé. Les crimes des tueurs en série sont souvent alimentés par leurs fantasmes, comme d'après Douglas et Holshaker. J'ai lu un livre qui parle de lui. Leurs fantasmes sont au cœur de l'être. Malheureusement, nous ne savons rien des fantasmes de Stewart Wilken. Pourtant, il serait logique de supporter que ce soit le fantasme sur la vengeance et celui avec le pouvoir. Les fantasmes trouvent un sol particulièrement fertile dans les êtres torturés et les isolés. Comme par exemple le tueur à arbalète, il était déjà un peu tordu quand il était enfant, il torturait des animaux. Il s'était rattrapé en devenant adulte, mais à un moment sa copine avait quitté, il avait commencé à s'isoler et à prendre de la drogue. Ils prennent pas tous de la drogue, mais souvent quand ils sont isolés, ça déclenche leur fantasme, et c'est après qu'ils passent à l'acte. Les lecteurs qui connaîtront les livres de John Douglas, c'est-à-dire l'un des plus grands spécialistes des tueurs en série, à côté Stéphane Bourgoin, c'est pas grand-chose, connaîtront également la différence entre le mode opératoire ou modus operandi et la signature. Bref, c'est là où j'ai découvert vraiment qu'est-ce que c'était la différence. Le mode opératoire, c'est par exemple ce qui est important pour commettre le crime, par exemple porter des gants pour pas être identifié ou utiliser un couteau pour égorger. Et la signature, c'est plus quelque chose de psychologique. Et attends, j'ai mal aux yeux. C'est plus quelque chose de psychologique. Par exemple, Ed Kemper, son mode opératoire, c'était d'égorger les victimes et enfin ouais, en gros de tuer. Et la signature, c'était la décapitation et parfois l'éviscération. C'est quelque chose qui est plus psychologique. La décapitation, c'était pas vraiment pour tuer, mais c'était plus quelque chose de psychologique. Et il y a 2 types de tueurs en série. Il y a le tueur en série d'acte, c'est-à-dire il a besoin de tuer simplement, et le tueur en série de processus, il a besoin, par exemple, de mutiler les corps. Enfin, c'est celui vraiment qui aura une signature. Et en fait, c'est une minorité. Il y en a très peu qui sont nécrophiles, cannibales ou ce que vous voulez. La plupart, les tueurs en série entre guillemets normaux, ils vont par exemple violer et torturer avant de tuer, mais après la mort, ils font plus rien. Bon, bref. Euh, alors lui, là, c'est un peu dégueulasse sa signature. En fait, il aimait faire face à sa victime pendant qu'il les sodomisait, que ce soit les enfants, enfin les garçons ou les femmes, et regarder leur visage pendant qu'il les étranglait. Et il a parlé des derniers moments comme l'effet jelly bean, c'est ce qu'il dit. Leurs yeux gonflés, leurs lèvres enflent et leur langue sort de la bouche. C'est à ce moment-là qu'il jouit. Le tueur en série a 3 motifs fondamentaux: le domination, la manipulation et le contrôle. Wilcon se sentait inadéquat et inférieur, mais quand il tuait, ses victimes étaient totalement sous son contrôle. Un peu comme par exemple Jeffrey Dahmer, qui était on va en parler, c'est un des plus grands tueurs en série de tous les temps, je suis obligé d'en parler. Euh, il était homosexuel et en fait, quand il était enfant et adolescent, il avait l'impression de ne pas avoir le contrôle sur sa vie, même quand il était adulte. Mais une fois qu'il tuait, bon, il était nécrophile, une fois qu'il tuait et qu'il faisait tous ces trucs dégueulasses comme mettre dans des bidons d'acide ou ce que vous voulez, euh, il avait l'impression de reprendre le contrôle. Et j'aime bien faire des comparaisons avec d'autres tueurs en série, c'est intéressant. Euh, voilà, bref. Euh, ah voilà, l'effet Jelly Bean, c'est l'effet méduse. Il était parfaitement conscient qu'il avait le pouvoir sur eux de vie de mort, et c'était un sentiment enivrant, et il se sentait omnipotent, en gros, c'est-à-dire il avait toute puissance, et c'était le seul moment où il se sentait vivant. Du coup, il contrôlait notre personne, c'est comme s'il avait le contrôle sur sa vie. Et il devenait souvent furieux lorsque les victimes demandaient leur paiement, c'est-à-dire les prostituées, ou se plaignaient qu'il leur faisait du mal, c'est là où il les tuait immédiatement, en les étranglant. Et il a estimé en fait qu'il essayait de prendre son contrôle.
Alors du coup, dans son procès, on l'a décrit comme sachant faire la différence. Putain, on est déjà à 20 minutes. Sachant faire la différence entre le bien et le mal, et est décrit comme un sadique. Un sadique, c'est quelqu'un qui aime faire du mal aux gens. Alors le, la sodomie, c'est considéré comme du sadomasochisme, c'est-à-dire la personne qui sodomise est considérée comme un sadiste, la personne qui se fait sodomiser, si elle aime ça, est considérée comme masochiste, c'est-à-dire qui aime subir le mal. Et sa préférence pour l'effet méduse est encore plus grande. Mais Wilken ne rentre pas trop dans sa boîte. Les sadiques sexuels aiment torturer leurs victimes de façon élaborée pendant des périodes assez prolongées. Ils apprécient tous les cris de douleur, alors que lui, il préférait tuer à partir du moment où il se plaignait de douleur. Peut-être, d'après Tuva Zabo, enfin d'après un criminologue, c'est peut-être parce que ça lui faisait penser à sa propre douleur. Et j'ai une autre anecdote pour montrer à quel point c'était un gros connard. Il y a un des enquêteurs, il lui disait, je me rappelle pas tout à fait de mes crimes, tu peux demander à l'inspecteur Derrick, il a vraiment dit ça. Euh, tu peux me donner toutes les photos des scènes de crime, je pourrais m'en souvenir et te répondre par la suite. Mais en fait, c'était juste pour se masturber. Et à la fin, en fait, il s'est fait choper parce qu'en fait, il avait tué sa fille. Il a expliqué plus tard parce qu'il voulait pas qu'elle connaisse une vie d'horreur. Voilà, c'est comme Ed Kemper qui tuait son grand-père par pitié, c'est un peu bizarre. Euh, du coup, il s'est fait arrêter. Et j'ai une anecdote comment il s'est fait arrêter. Du coup, on l'a suspecté d'avoir tué sa fille. Et du coup, il y a un enquêteur, je crois que c'est Pistorius. Stéphane Bourgoin disait que c'était lui, mais bon, Stéphane Bourgoin n'aurait pas participé à l'enquête. Vraiment, c'est très trouble parce que Le Figaro, par exemple, et d'autres journaux très sérieux, ils disent que c'est un menteur et qu'il aurait avoué avoir menti. Mais moi, j'ai aucune idée en fait. J'ai pas réellement de preuves. Je sais pas à qui faire confiance. Bon, bref, on s'en fout. Il y a un des enquêteurs qui a demandé aux policiers qui participent à l'enquête de mettre dans une salle de photos où il y avait leurs enfants et ils ont mis des bouteilles d'alcool. Et au bout de, je crois, 45 minutes, eh ben, il a fini par avouer. Bref, aujourd'hui, on a parlé d'un gros dégueulasse, d'un tueur en série, d'un pédophile, d'un cannibale, d'un nécrophile. Oui, oui, comme il a mangé les tétons d'une femme, c'est un cannibale. Bref, on a vu également avec Michel Fournier et d'autres que les tueurs en série ne sont pas des gens très propres et que c'est souvent des personnes qui ont des problèmes sexuels. Mais on verra ça dans d'autres épisodes. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker et à partager. Même si vous n'avez pas aimé la vidéo, mettez un commentaire, expliquez pourquoi vous n'avez pas aimé. Est-ce que j'ai mal expliqué? Est-ce que vous trouvez que c'est horrible? Euh, et mettez aussi en commentaire si vous préférez que je fasse euh, quel tueur vous aimeriez que je fasse dans le premier épisode. Salut à tous, c'était Docteur Mystère.